Bien, il est 14h30, on reprend à l'heure comme des gens particulièrement respectueux de leur public. Merci à vous et merci à vous d'être présents cet après-midi pour qu'on puisse parler de l'industrie de la défense en Centre-Val de Loire. Alors, toute la matinée, on a parlé évidemment de l'industrie, de BPI, des régions, mais surtout, ce qu'on veut, c'est entendre vous, les entrepreneurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais confier le micro qui se trouve derrière elle à Anne pour qu'elle puisse nous dire un petit peu, en tant que force invitante BPI France ici, comment ça se passe et comment ça se passe en Centre-Val de Loire. Et puis, peut-être un focus ensuite qui nous sera proposé par David Jacquet, notamment sur la partie soutien à l'industrie et plus particulièrement l'industrie de la défense. Mais pas que. Anne, c'est à vous. Alors, bonjour à toutes. Alors, il faut coller le micro au menton. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, avec une thématique qui est très importante en région Centre-Val de Loire, qui est l'industrie de la défense. On a choisi cette thématique parce que c'est un enjeu de souveraineté pour la France et aussi pour la région. On est dans un contexte géopolitique complexe et chez BPI France, on a lancé le plan défense pour soutenir les entreprises du secteur de la défense. C'est un vrai enjeu national et régional et on va proposer, et on propose, on l'a déjà mis en place, un continuum de dispositifs pour accompagner mieux les entreprises du secteur de la défense face aux enjeux auxquels elles vont devoir répondre. Tout d'abord, en fait, on va proposer des missions d'accompagnement, des accélérateurs pour préparer au mieux nos PME et ETI de la région à soit se développer vers le secteur de la défense, soit à se développer plus vers ces activités-là. On propose également des outils de financement, parce qu'à un moment donné, on veut se développer, mais le financement, ça reste le nerf de la guerre, et vous n'allez pas me contredire. Voilà, on a mis en place notamment le prêt défi. C'est un financement avec du différé sur 7 ans pour financer tous les investissements immatériels pour accompagner les entreprises qui veulent se développer. Et on le fait aussi également avec la région Centre-Val de Loire parce que on a lancé au mois de juillet, et ça on en est très fiers, le Cap Rebond, qu'on appelle aussi le prêt relance région, et qui a déjà accompagné des entreprises du secteur de la défense pour financer toutes ces dépenses immatérielles qui sont toujours compliquées à financer vis-à-vis des banques. J'irai pas, voilà, je vais rester juste sur ces deux dispositifs-là, mais en tout cas, la défense, c'est un sujet qui est important et majeur, un enjeu national. Et chez nous, chez BPI France, on a des vraies solutions concrètes pour aider les entreprises du secteur. Rassurez-moi, Anne, bien évidemment, toutes ces solutions, ou en tout cas une grosse partie des solutions que vous avez encore, sont disponibles pour les entreprises qui ne sont pas de la défense. Bien sûr, on a évidemment d'autres dispositifs pour d'autres entreprises du secteur, d'autres secteurs d'activité, mais... Je dis ça parce que je pense qu'on a aussi des entrepreneurs qui ne sont pas tous de la défense qui sont là et qui se disent mais ils ont tout mis dans la défense. Mais non, pas que, vous avez fait encore plus pour la défense. On a fait encore plus pour le secteur de la défense avec des outils différenciants. Mais évidemment, on accompagne toutes les entreprises sur tout secteur d'activité. Mais on a une grosse volonté avec évidemment la région Centre-Val de Loire de réindustrialiser, de pousser à ce que notre PIB industriel augmente dans notre région, qui est déjà plus élevé que le national. David Jacquet, je vais vous laisser prendre un micro aussi derrière. On connaît votre région et elle a cette histoire quand même autour de l'industrie de la défense. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et surtout rappeler peut-être votre position de région spécifique? Tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Ce magnifique endroit. Bravo BPI en tout cas pour ce bel endroit et l'organisation. C'est vrai que notre région Centre-Val de Loire, alors pour un certain nombre, vous la connaissez, d'autres quand même, il y a un petit déficit d'attractivité. C'est-à-dire qu'on a du mal à situer Chartres, Orléans, Bourges, Tours, Blois, Châteauroux. Bon, je m'arrête là, mais bref, on est au centre de la France. Et être au centre de la France, ça avait un impact majeur, sans faire un peu d'histoire, mais c'est Napoléon III, Second Empire, où il fallait éloigner l'armement, l'industrie de l'armement des frontières. Et pour cela, Bourges est devenue la capitale de l'armement, avec, à cette époque-là, le fait qu'il y ait une fonderie de canons,
le fait qu'on crée par la suite de la pyrotechnie, le fait que l'armement puisse s'y installer. C'est important parce que quand on connaît l'histoire et qu'on connaît nos racines, ça permet de mieux appréhender l'avenir et de mieux comprendre pourquoi un certain nombre d'acteurs se sont joués ici, et notamment à Bourges et dans les environs. Et donc au fur et à mesure des bases militaires, bases aériennes, et l'industrie se sont montées autour de dans cette région, autour de ces grands pôles, allant de Bourges jusqu'à Tours, allant de Chartres jusqu'à Orléans. Et quelque part, nous, on n'est que là pour passer le témoin de cette industrie, de la soutenir. Autre facteur majeur, qui est de l'ordre conjoncturel, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous l'avez tous en tête, avec le président François Bonneau de la région Centre-Val de Loire, on va régulièrement à Bruxelles. Alors on n'y va pas que pour les gaufres, je ne vous cache pas, même si elles sont très bonnes. On y va pour tout simplement, et vous l'avez compris, pour être au plus près de l'Europe, parce que l'Europe doit prendre un axe majeur sur la défense européenne. Et notre région a un cap à jouer avec l'Europe sur la défense européenne. Notre région a installé des bureaux de la région à Bruxelles, tout simplement pour être au plus près des politiques européennes sur le développement et le soutien de l'industrie de la défense. Et quand on y va avec le président Bonneau, on n'y va pas seul. On y va certes avec des collaborateurs, mais on y va aussi avec des entreprises du secteur et du secteur de la défense, pour qu'ils fassent remonter quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs solutions, quels sont aussi leurs besoins. Et on va parler compétences, on va parler emploi, on va aussi parler ressources, et on va parler innovation et la capacité à répondre au carnet de commandes que l'Europe pourrait fournir. C'est dans cet ensemblier-là qu'aujourd'hui notre région se situe dans l'industrie de la défense et qu'on est amené à tendre à répondre aux besoins de l'Europe et aussi à faire développer notre région avec cette particularité qui est, quand on parle de défense, il n'y a pas un côté très sexy, vous voyez, on n'est pas au bord de la mer. A priori. A priori, voilà, mais je dis bien a priori. Oui, mais je dis a priori parce que, vu quand même ce qu'on vit depuis quelques années, je pense qu'il y a une attractivité de plus en plus forte, et notamment de la part des jeunes qui reviennent sur ces métiers qui n'étaient pas forcément des métiers à grosse attractivité a priori. Exactement, et quand on regarde les entreprises situées, notamment MBDA ou KNDS, pour ne citer qu'elles, mais on en a plein d'autres, des grands groupes comme Thales, ce sont des entreprises qui aujourd'hui cherchent des talents. Donc ils vont avoir des besoins allant des opérateurs techniques, des maintenanciers, à tout simplement des chaudronniers, jusqu'aux capacités d'ingénierie, d'ingénieurs, systèmes, etc. Donc il y a de la place pour tout le monde sur nos territoires, et il y a un ensemblier d'emplois, de bien vivre ensemble, et d'une industrie qui n'est pas un one-shot. On sait que ça va durer plusieurs décennies, et donc c'est une logique d'implantation qui est sur notre territoire et qui est faite pour durer. Voilà. Et vous avez un petit peu de foncier, me semble-t-il. Oui, alors c'est vrai que ça aide aussi. Dans notre région, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas la mer, il n'y a pas les montagnes, on n'est pas trop vallonné, alors c'est très agricole, mais on a de la place aussi avec du foncier pour pouvoir s'y installer. Et ça, c'est plutôt intéressant, notamment sur l'industrie de la défense, mais aussi pour d'autres industries qui voudraient s'y implanter. La typologie de territoire d'industrie, qui permet d'avoir du clé en main et d'avancer plus rapidement sur des projets industriels, trouve tout son intérêt à s'installer au sud de l'Île-de-France, en étant sur des carrefours routiers allant du Benelux en descendant sur l'Espagne ou tout simplement l'Italie, et en étant en avant-garde sur un certain nombre de secteurs. Donc il y a tout cet intérêt-là d'être aussi sur cette région. Bon, je vais arrêter de vendre la région, sinon je vais avoir beaucoup de touristes et peu d'employés. Vous savez, ce qu'on attend, la première chose d'un entrepreneur, c'est de vendre. Donc, tout à fait, sinon ça ne dure pas. Donc vous le faites très bien, bravo. Pascal Gagné, vous êtes le dirigeant de la maison Spring. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ce que vous y faites et à combien vous le faites? Pas à combien le prix, à combien de collaborateurs, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, la société Spring, c'est une PME de la mécanique de précision. Nous sommes situés à 30 km au sud d'Orléans, donc dans le Loiret aussi. Nous sommes 40 personnes. Nous travaillons 50% de notre chiffre d'affaires pour l'aéronautique et les 50 autres pour la défense. Donc on fait 6,5 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. On est en pleine progression sur nos deux marchés principaux. Et nous doublons notre capacité de production et donc sans doute aussi nos recrutements à court terme. Alors aujourd'hui, vous faites partie de ces entreprises. Vous faites de l'usinage, de la rectification, c'est ça? Oui, on fait de l'usinage, principalement du tournage, fraisage sur des moyens multi-axes extrêmement modernes. On a des machines de dernière génération.
Et on travaille même en design to cost avec nos clients, on travaille sur la réindustrialisation, on ne fait pas que de la mécanique. Aujourd'hui, on travaille très en amont avec nos clients, où il y a une perte de savoir-faire sur les métiers de technique. Et on travaille en amont avec eux justement pour que les produits qu'ils sortent ou les ensembles qu'ils sortent soient économiquement viables ou réindustrialiser les vieux produits, parce qu'il ne faut pas croire, mais on le voit avec le conflit en Ukraine, ce n'est pas forcément les armes de demain qui sont utilisées, mais plutôt celles d'hier. Donc il faut être capable, comme vous, de manier l'histoire, mais de prévoir le futur. Tout à fait. Parce qu'il faut faire muter les anciens programmes avec les nouvelles technologies, de matériaux, de savoir-faire d'aujourd'hui. Votre entreprise a été fondée en 98, c'est ça? Oui, j'ai commencé tout seul en 1998. Ouais. Comment vous avez, au fur et à mesure de l'histoire en fait, de cette entreprise, été accompagné, et j'allais dire quels ont été les éléments qui vous ont permis les coups de pouce pour arriver aujourd'hui là où vous en êtes, notamment auprès de vos deux acteurs majeurs qui sont bien évidemment la région et BPI France. Alors on a la chance, comme on le disait précédemment, d'avoir des donneurs d'ordre locaux dans la défense, mais principalement on a un territoire, une région qui s'occupe bien de nous. Et donc, comme disait Anne, mais on a bénéficié de leur support, on bénéficie du support de la région, on travaille avec les écoles, on a du support avec les écoles, on a des gros échanges avec les écoles, parce que notre futur, c'est le recrutement. On a des métiers techniques, on a un vivier complètement tari. Donc on travaille main dans la main avec les différentes écoles, les lycées locaux, les IUT, etc., pour pouvoir bénéficier du savoir-faire des gens conformes. Voilà. Et donc on est bien accompagné par la région sur les écoles matérielles qu'elle possède, parce qu'il faut un matériel aussi qui soit en regard d'une autre et pas travailler comme Zola à l'école. Et en plus, voilà, on a un développement assez fort. Et donc, c'est une industrie capitalistique. Donc, on a besoin du support de BPI sur les différents items qui ont été cités. Par exemple, Défi pour nous aider. La région qui nous aide sur tous les programmes d'amélioration de la performance, dont on a terminé en début d'année. Voilà tout le support qu'on a en région. On a de la chance. Ouais. On va écouter le deuxième entrepreneur, puisqu'on est Sylvain Popinet, qui est le dirigeant de Nanogiga. Vous nous dites un petit peu ce que vous faites chez Nanogiga? Alors chez Nanogiga, en finalité, bonjour à tous. Donc je préside le groupe INTI, qui est une structure industrielle spécifiée dans les métiers de l'électronique et qui a à son bord en fait une société implantée industriellement à Montargis, à Villemandeur exactement, qui produit des cartes électroniques et des produits électroniques intégrés. Et donc je rejoins Pascal, puisqu'on est à peu près dans la même philosophie d'esprit. Et pas très loin non plus. Qui a une quarantaine de kilomètres de nos sites, où on travaille effectivement sur les savoir-faire et la maîtrise du coup de notre valeur industrielle qui est pour nous l'électronique. Et puis pour ce qui est du business, si on le traduit comme tel, de la défense. Nous, le groupe, c'est un jeune groupe qui a démarré le 7 mai 2021 avec un de mes associés qui est dans le public, pour lequel on a démarré donc, avec une première structure, Nanogiga, 4 salariés, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est une soixantaine et on est aux alentours de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une progression qui est en constante. Pour nous, le métier de la défense, il représente à peu près 40-45% de notre chiffre d'affaires. Et donc, c'est plutôt un élan je dirais, d'excellence, puisque ça nous pousse en fait à être toujours au mieux des technologies et des défis technologiques que nos grands donneurs d'ordre nous imposent ou nous demandent. Et puis derrière, ça implique à découler sur nos autres clients de l'industrie, de l'automobile entre autres, et autres de régions de ces mêmes particularités technologiques qu'on puisse apporter. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, les exigences attendues par le monde de la défense ont cette capacité de faire bénéficier ensuite les autres industries. Exactement. C'est un peu la Formule 1 de l'auto, quoi. Exactement. Et quand en fait on a des acteurs de la région ou de BPI qui nous accompagnent dans nos développements, et donc on a acheté par exemple deux lignes CMS, enfin des lignes de production automatique. Donc on parle d'investissement de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros,
qui sont portés entre autres par des investissements et des aides portés par la région ou par BPI sur des modèles diversifiés, hein, que ce soit des prêts d'avance remboursables, des subventions, voilà, des aides spécifiques. Et bien derrière, en fait, au-delà de la notification de défense, ça permet aussi d'avoir un parc technologique qui puisse répondre aux enjeux économiques de notre région et des modèles sur lesquels on se bat. Puisque on est quand même dans un modèle mondialisé, on n'est pas nombriliste, et donc on a en face de nous en fait des concurrents je dirais hors frontières, et donc par ces outils et par cette exigence du métier de la défense, on arrive à proposer des solutions technologiques et à s'exporter dans nos chiffres d'affaires. On viendra juste après, j'aurais besoin de votre éclairage, David Jacquet, sur la partie souveraineté. Puisque quand on parle de la défense, je pense qu'on arrive très rapidement sur la souveraineté. Votre accompagnement BPI France aujourd'hui et région, ça se passe dès 2021 ou même un peu avant quand vous créez ? Un petit peu après. On a déjà travaillé localement avec nos partenaires financiers, ouais. Qui sont nos banques. Et BPI est rentré assez rapidement sur du cautionnement, donc le fait de valider et qualifier, voilà, exactement. Il cautionne le fait qu'on soit bénéficiaire d'un certain volume de financement. Et puis ensuite derrière est venu des participations par ce qu'on appelle par pool, et donc là des cofinancements associés avec la région, BPI et nos partenaires financiers. Alors ça, effectivement, la région vous accompagne aussi. Le modèle DevUp et des équipes en place. Alors, je vois aussi que vous avez une partie sur l'appui à la formation, à la reconversion via France Travail. C'est un ensemble en fait de parties prenantes fortes qui vous aident justement à maintenir un niveau de compétence très fort. Oui, effectivement, puisque au même titre que Pascal, en fait, on a une difficulté propre qui est les savoir-faire du métier d'électronique. Malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement d'ailleurs, mais pour les métiers de l'industrie de l'électronique, il y a un peu un désert associant sur la technicité et les savoir-faire. On sait faire beaucoup en France de soft, donc de programmes. Maintenant, pour faire ce qu'on appelle du hard, donc de la conception propre, c'est des métiers qui sont spécifiés et qui sont relativement rares. Et donc, effectivement, ces compétences, on en a besoin. C'est des compétences clés pour nous. Et donc, on forme les collaborateurs. Et donc, on est référencé au niveau national chez France Travail. Et on participe à des programmes qui s'appelaient AFPR, aujourd'hui POE, qui sont des programmes de formation interne qui nous permettent en fait d'avoir au bout de 3 mois quelqu'un qui a au moins la connaissance métier, de savoir s'il y a une appétence à continuer ou pas. Et puis ensuite on lance nos programmes d'embauche. Tous nos collaborateurs qui ont été embauchés sont passés par ce programme-là. Voilà. Donc un genre de INTI Academy. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Vous vouliez intervenir, David ? Non, j'écoutais, j'entendais. C'est passionnant d'entendre les témoignages de ceux qui ont les mains dans le cambouis, comme on dit, ceux qui respirent l'entreprise, ceux qui font vivre tout simplement la richesse de notre pays. Parce qu'au travers de leurs expériences, moi qui vais visiter un certain nombre d'entreprises, je trouve toujours ça très enrichissant et on apprend toujours quelque chose de votre savoir-faire et de votre quotidien. Donc c'était juste de glisser non, mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir les gens qui ont les mains dans le cambouis dans une salle blanche. On est vraiment dans une approche très paradoxale. On revient sur la souveraineté. Comment vous gérez ça ? Et j'allais dire, vous aussi, comment c'est abordé aujourd'hui ? Est-ce que ça devient un incontournable de votre manière de travailler en filière ? Comment ça se passe ? Je veux bien commencer. La souveraineté, c'est un mot qui est redevenu à la mode. C'est un mot in depuis le Covid. On s'est posé la question, beaucoup plus à la suite du Covid, sur comment on pouvait tout simplement avoir une souveraineté sur notre industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie au sens large du terme, auquel le braquet s'est inversé sur comment on arrive à réindustrialiser notre pays. C'était ça le sujet. Et donc nous, dans notre région Centre-Val de Loire, on a pris ce sujet à bras-le-corps, avec toutes les aides que l'on peut avoir. Alors quand on dit les aides, c'est l'accompagnement que l'on peut avoir pour les publics porteurs de projets jusqu'aux entreprises qui vont innover. Et donc dans chaque
critères que l'on va avoir des aides qui sont à l'innovation, à la transition, à la circularité, les aides tout simplement à la transformation ou à la diversification. Au travers de ça, il y a toujours cette logique de souveraineté industrielle et comment on ramène quelque part notre industrie dans notre pays avec le savoir-faire. Et ramener notre industrie avec le savoir-faire, c'est transversal. C'est penser l'habitat, c'est penser la mobilité, c'est penser les compétences et donc la formation. C'est penser aussi, et vous le savez toutes et tous, quand vous êtes dans un endroit où il fait bon vivre, il faut qu'il y ait de la culture et du sport. Bref, c'est penser à un ensemblier auquel, dedans, la souveraineté industrielle répond aussi à ça. Et donc, dans notre région, modestement, on tend à ça. C'est-à-dire à faire en sorte que par la suite, au travers de la souveraineté industrielle, on a un ensemblier qu'on appelle le bien vivre ensemble. Voilà. Merci. Comment vous vivez cette notion de souveraineté? Déjà, est-ce que c'était une évidence auparavant? Et est-ce qu'il y a eu un facteur d'accélération post-Covid là? Alors oui, il y en a eu plusieurs. Alors, le premier qui est plutôt business, où l'économie était planétaire, elle est toujours, mais il a fallu se prémunir de certains dangers. On a vu avec le Covid et encore plus avec le conflit russo-ukrainien que pour nos métiers, il fallait se prémunir des approvisionnements. Les matières, les terres rares, on l'entend, chacun les garde. On n'est pas riche en Europe de ça, donc il faut changer notre façon de faire, se prémunir de ça, donc changer de stratégie. Ça, c'est l'approche business. L'approche formation, comme on vient de l'évoquer à l'instant, parce qu'on disait tout à l'heure, là, notre salut, il est pour nous dans la formation métier de savoir-faire, comme Sylvain. Et donc, il faut innover sur comment on peut faire, avec qui on peut travailler, les écoles, France Travail, pour former, intégrer nos collaborateurs de demain, quoi. Pascal, je reviens, vous avez tout à l'heure évoqué la notion de tourneur-fraiseur. Quand on était à l'école, en gros, on nous disait si tu travailles mal, tu vas finir tourneur-fraiseur. Je suis super caricatural, mais pas loin. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, ce métier-là a changé? Est-ce qu'il a une exigence, notamment de travail digital ou de travail sur des machines qui sont à commande numérique? C'est-à-dire que qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi les niveaux de performance que vous attendez justement sur ce type de machine? Alors aujourd'hui, on mène aussi un travail de fond avec la région, un travail bien en amont sur l'acculturation à ces métiers-là qui ne sont pas connus. Donc ça se travaille dès le collège, pour initier, que ça existe, etc. On est obligé de se décaler, de rendre le métier sexy pour attirer ces jeunes qui effectivement qui font l'amalgame avec alors Zola, c'est un peu facile, mais alors que nos métiers sont très technologiques sur des machines à commande numérique, où hier, il y a quelques dizaines d'années, on avait besoin plutôt de bras. Aujourd'hui, on a besoin de cerveau. Il faut savoir, il faut être bon en mathématiques, en digital, en FAO, enfin en fabrication assistée par ordinateur, en CFAO, en conception. C'est bien en amont. Les machines à commande numérique, elles reçoivent des données numériques. Ensuite, il y a bien sûr une partie technique, mais le savoir-faire est dans la tête aujourd'hui plutôt que dans les bras. Et donc, on travaille sur le développement de nos collaborateurs là-dessus. Je vais vous poser évidemment la même question. Sylvain, la souveraineté, ça fait partie du cahier des charges de départ de votre entreprise? Alors, je dirais que pour nous, c'est d'autant plus simpliste. Je dirais que ça l'est idéologique. Quand je traduis idéologique, je vais vous dire assez simplement, en fait, l'entrepreneuriat en France, on en est l'exemple même. C'est des structures qu'on vient de créer. Pascal a mal tourné, puisqu'il a créé sa société alors qu'il était bon qu'à faire du tournage-fraisage. Donc il a mal tourné, mais nous, c'est idéologique. Je vais vous dire pourquoi, en fait, assez simplement. Moi, mon parcours d'études, il est assez simple. J'ai fait de l'apprentissage. J'ai commencé avec un BEP en maintenance. J'ai été jusqu'au master en gestion d'entreprise à l'IAE de Caen. Je suis un produit, en fait, du système français. Un produit du système français. Et à partir de là, une fois qu'on a compris ça, et mon associé, il a à peu près le même parcours que moi. Et donc, en définitive, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on paye nos impôts en France. Et on s'assure, et ce qu'on demande, et si on veut des routes, des autoroutes, si on veut un système régalien qui nous permet d'aller à l'hôpital et de se faire soigner, etc., il faut absolument qu'on puisse créer des richesses. Et nous, notre faire-valoir, c'est de créer des richesses sur le territoire français et d'en faire bénéficier, en fait, par l'impôt. Alors, tout est discutable et on subit quelques petites convenances qui sont déplaisantes, mais puisqu'on est associé à du capitalitiste, c'est-à-dire qu'il nous faut du cash pour pouvoir acheter des machines, etc. Donc c'est ça qui nous complexifie un peu la tâche en industrie.
mais on est là pour ça. Donc tout, c'est plutôt idéologique. En fait, je veux vivre dans un pays qui garantisse le fait que mes enfants aillent à l'école, que je sois soigné et que je vive en sécurité. Et donc pour ça, en fait, on travaille industriellement parlant, on crée des richesses et on fait vivre 60 collaborateurs, bientôt 90 le mois prochain, dans ces consensus-là. En tout cas, je pense que déjà, on peut s'arrêter pour les applaudir bien fort pour déjà leur engagement, parce que, comme vous l'évoquez, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas la philosophie de tout le monde. Et votre philosophie est déjà bien ancrée sur votre territoire, mais au-delà de ça, elle est dans un projet qui va au-delà de l'approche capitalistique. Vous avez une approche un peu plus large, à mon sens. Vous voulez rebondir? Oui, Vous pouvez, hein. Passage de témoin, c'est ça, la super équipe. Juste, aujourd'hui, vous avez parlé de cette partie-là, mais je voulais savoir, est-ce que tous les deux, vous exportez? Pas encore, mais je suis en train de passer le flambeau à deux de mes fils. Ça sera leur ambition. Et parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça. C'est-à-dire que, oui, de la souveraineté, mais c'est pas parce qu'on ferait de la souveraineté qu'on reste qu'en France. Tout à fait. Voilà. Le modèle, il doit se développer, oui. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Alors nous, ça démarre tout juste. Alors on a des produits qui traversent les frontières et ça démarre tout juste par une notion justement plutôt, je dirais, industrielle, où on a fait de l'éco-conception sur un produit américain sur lequel on devait répondre d'une exigence de prix pour pouvoir gagner le marché. Et la finalité a fait qu'on a gagné le marché pour le territoire national. Et maintenant, on livre les entités US de ces mêmes produits. Donc on en est plutôt fiers. Et après, je dirais que c'est notre parcours, ça c'est un parcours un peu court et minimaliste. On a la chance en fait d'avoir BPI, et entre autres, hier on a participé à une réunion collective de dirigeants avec le représentant de Saint-Gobain, ancien président de Saint-Gobain, qui explique en fait, ou l'ancien président actuel de Renault, et qui explique les modalités et les modèles qu'ils ont établis dans leur structure propre pour pouvoir se développer. Et donc nous, on est très à l'écoute de ces commentaires et informations. Et c'est par le biais des équipes BPI qu'on arrive ensuite à structurer et à philosopher sur ce qui pourra être demain dans nos entités propres. Justement, peut-être Anne, revenir sur ce que BPI France propose, c'est-à-dire, oui, on sait que vous envoyez du blé, ça a été dit pendant des années dans les journaux, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette capacité à créer des communautés, à faire en sorte que les pairs soient entre eux, et j'allais dire s'auto-nourrissent, s'auto-alimentent. Tout à fait, on ne fait pas que envoyer... Ah, ça marche. Si, ça marche, mais il faut coller. Il marche, pas. Celui-là marche. On ne fait pas que envoyer du blé, parce qu'eux envoient du bois aussi. mais en tout cas, oui, on a toutes nos communautés. On a notre communauté de la French Fab, qu'on est en train de retravailler avec d'autres entrepreneurs de la région Centre-Val de Loire. French Fab, c'est le coq bleu. Le coq bleu. Parce que voilà, on est une région très industrielle et je pense que les industriels ont tout intérêt à travailler ensemble. On a aussi notre communauté du coq vert, on a quelques coqs verts aussi qui sont présents aussi là, dans la salle. L'idée de ces communautés, c'est pas de se faire de la pub et du marketing, c'est pas du tout ça l'idée. C'est que les entreprises du territoire en fait puissent travailler ensemble, partager des bonnes pratiques, partager leurs difficultés, s'aider les unes avec les autres et aussi travailler ensemble parce que certaines arrivent à faire du business ensemble. Et parce que voilà, on parle aussi parfois d'économie circulaire. Si j'arrive à travailler avec un client, un fournisseur qui est juste à côté de chez moi, j'ai tout intérêt de le faire. Et c'est pour ça qu'on a ces communautés-là pour le faire travailler ensemble. Je sais que vous accompagnez, mais que vos grands donneurs d'ordre sont aussi là pour vous exiger de plus en plus que vous tendiez vers une décarbonation, vers une approche verte, en tout cas de cette notion d'industrie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu... ça y est, on est passé de la contrainte à finalement, on crée de la valeur. Comment ça se vit dans vos... Parce que vous avez du déchet, vous faites partie des métiers où il y a... Alors peu de déchets, et ils sont dans des filières revalorisés. Dans des filières établies. Donc, non, les deux grands axes, c'est effectivement l'axe RSE, en sens large du terme. Donc, c'est prégnant chez nos grands clients aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on passe au standard EcoVadis, c'est un standard mondial. D'accord, donc, c'est une notation. Donc, il y a un travail de fond à mener avec des axes d'amélioration. D'une part, et à l'opposé, Et un grand axe aussi, c'est la cybersécurité. Là aussi, ça devient prégnant chez nos clients. Et où là, il faut se protéger absolument. C'est pas savoir si on va se attaquer, mais quand. C'est quand, ouais. Voilà, c'est quand.
Et puis, je rebondis quand même sur ce que disait Anne et la région. On est aussi accompagné, et il n'y a pas que du blé, sur des axes principaux pour nous, qui sont les accélérateurs. Et vous voyez, moi, je suis en phénomène de transition. Et donc, j'ai mes 2 fils qui démarrent l'accélérateur régional, donc c'est porté par BPI à la région. Et ils sont, comme disait Anne, ils sont avec leur père. Bon, c'est plutôt les Benjamins, hein, mais qui permettent d'échanger. Et on parlait business, Anne parlait business. Et bien là, vous voyez, on a agrandi le bâtiment. Il y a sûrement un de leurs accélérés qui sont avec eux, avec qui on va travailler, parce que on ne pensait pas forcément à eux. Ils sont à côté, l'offre répond. Voilà. Et pour ma part, je rentre dans l'accélérateur défense, justement pour la partie dont vous parliez, souveraineté, les codes, vraiment comment on peut monter en puissance sur ce marché-là. Ils sont où les fils? Ils sont là? Bon, écoute, il y en a qu'un qui compte pour 2? Non, je plaisante. Non, dans les PME, il y en a un qui sort et l'autre qui reste. C'est bien. C'est pour ça que vous avez fait 2 enfants, c'est pour ça. J'en ai 3, le 3e est en cybersécurité. C'est ce qu'on appelle baquer le dossier. Ça, c'est clair. Vous n'êtes pas évidemment sur la partie transmission. Est-ce que la notion d'approche capitalistique, c'est un point important aussi dans la logique de souveraineté? On l'a vu ce matin, on l'a évoqué sur une entreprise. Est-ce que vous faites partie de ces entreprises dans lesquelles vous faites attention à justement les fonds, la levée de fonds, tous ces éléments-là, pour justement faire très attention à ce risque-là? Oui, c'est comme je vous l'ai dit, chez nous, c'est idéologique. Donc forcément, on a un regard très particulier. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin de lever. On travaille sur de la dette et nos capacités propres à honorer nos engagements. Et viendra un temps, et il est effectif, et viendra un temps où on aura besoin effectivement d'aller chercher certainement des fonds pour nous développer. Et ma petite idée, je l'ai déjà derrière la tête, hein, elle s'inscrit dans les fonds qui sont régionaux ou par les fonds BPI, qui sont plutôt des fonds de développement et qui nous garantissent le fait de notre souveraineté et pérennité et garantir notre développement à des modalités de sortie qui sont très convenables et très entendables pour le soutien des entreprises. Donc nous, on a un cap qui s'enclenche. C'est encore pas des sujets d'actualité, mais on sait déjà où elle est tapée à la porte. Très bien. David Daquet, on vient de parler de l'industrie de la défense en Centre-Val de Loire. Est-ce que juste vous pouvez nous faire un éclairage sur les autres industries du Centre-Val de Loire? Parce que bien évidemment, il n'y a pas que celle-ci. On a compris la côté historique, mais il y en a plein d'autres. Tout à fait, tout à fait. Juste avant, si vous me le permettez. Vous faites ce que vous voulez. Peut-être pas. Juste avant, faut pas me tendre la perche. Juste avant. C'est important ce qu'il nous donne comme témoignage. Moi, j'entends quelques mots, les mots accélérateur. On a un accélérateur export, par exemple. C'est comment on travaille avec certaines typologies d'entreprises pour leur permettre de développer des marchés à l'export. Et 2 clients, là. Voilà, donc c'est important. On a un accélérateur aussi sur la reprise, transition reprise, qui est aussi un marqueur. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Ça, on le fait avec BPI, on le fait avec un certain nombre de partenaires. Et ça fait partie de notre marque de fabrique dans notre région. Mais ce qu'on a aussi, c'est une agence de développement économique, DevUp, que vous connaissez. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est là. Elle a cet intérêt, c'est que tous les agents de DevUp sont reliés dans les maisons de région. C'est-à-dire la région, c'est grand, mais dans chaque département, vous avez une maison de la région. Donc, vous avez des interlocuteurs de proximité qui peuvent répondre aux commerçants du coin, qui veut refaire sa vitrine, à l'entreprise qui veut investir 400 000 € sur de la robotique. Vous voyez le panel est large et grand. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est là, à mon avis, une des grandes forces qu'on peut avoir sur l'accompagnement de l'industrie sous toutes ses formes. Que ce soit la cosmétique, que ce soit la pharmacie, etc., ou l'automobile. C'est que du coup, on va s'adapter à chaque typologie d'entreprise, à chaque secteur, pour justement trouver le sur-mesure qui convient pour que ça puisse évoluer, progresser. Alors, on ne va pas aider tout le monde, parce que ça, on ne pourra pas. On va aider ceux qui ont la capacité à pouvoir grandir, innover, s'inventer, évoluer. C'est cela, c'est cela. Il faut être très clair. Il faut avoir un discours, et je crois que c'est le thème d'ici, un discours de vérité sur le sujet. Hein, donc, et d'optimisme. Et d'optimisme. Et donc, c'est là-dessus où on va avoir un rôle et on va essayer d'avancer. Et donc, vous en êtes, vous, les parfaits exemples. Parce que du coup, on ne vous a pas aidé parce que vous étiez sympa. Si vous êtes sympa, mais parce qu'il y avait une capacité dans votre investissement
et dans votre innovation et dans votre ingénierie à créer de la valeur ajoutée, à créer de l'emploi, à créer de la richesse sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on le fait, et c'est dans cette logique-là qu'on est amené à avancer. Et ça, c'est sur toutes les formes d'industrie que l'on a. J'en ai cité 2, mais je pourrais vous en citer d'autres. Notamment, il y a aussi l'industrie événementielle, culturelle, qui est forte dans notre région par ses châteaux et comment on se réinvente. Mais on a toutes les formes d'industrie, celles de demain, notamment sur la tech, qui ont un rôle à pouvoir venir s'installer, notamment sur nos territoires, et à développer un certain nombre de marchés. En tout cas, toutes ces industries ne sont pas à opposer, mais bien évidemment à mixer, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, et peut-être qu'effectivement, on arrivera à trouver des ponts. Alors effectivement, quand on a la Loire, c'est plus facile, mais voilà. On arrive sur la fin de cette bulle, ça passe très vite, je vous avais prévenu. Je vais vous demander à tous votre mot de la fin, et comment vous voyez les choses dans 3 ans. Sylvain, je vous laisse démarrer. Ah bah oui, c'est comme ça. Ah, c'est moi qui ai le micro, alors évidemment. Comment on voit les choses en 3 ans? Alors, c'est pareil, ça, je vais vous dire en toute honnêteté, peu importe ce qui se passe en fait dans la région, notre vision elle est assez claire, c'est de garantir en fait la maîtrise parfaite et complète des savoir-faire de l'électronique sous pavillon franco-français, pour ensuite pouvoir être en capacité d'aller l'exporter. Mais déjà avoir cette maîtrise de toutes les champs de valeur qui la qualifient. Et ensuite derrière, on croit nous dans les hommes avec un grand H. Donc on forme nos collaborateurs, on embauche des gens qui sont meilleurs que nous. Bon, il n'y a pas trop de mal, vous direz, pour être meilleur que moi. Mais on embauche des gens qui sont meilleurs que nous et qui feront l'avenir de demain et l'avenir de notre groupe. Ça, c'est notre philosophie. Et après, derrière, il est clair que pour nous, dans notre petite tête, le message qu'on passe à nos collaborateurs systématiques, c'est que chez Inti, il n'y a pas de victimes. Et donc, à partir du moment où on rencontre une difficulté, un mur, un barrage, on réfléchit collectivement, puisque 2 cerveaux vaut mieux qu'un, et on trouve le pont pour pouvoir le contourner ou le passer avec une pénibilité la moins importante. Voilà. Donc nous, on est plutôt optimistes, voilà, et on avance. Super, bravo, merci. Pascal, alors vous évidemment dans 3 ans, mais j'aurais presque envie d'inviter votre fils à nous rejoindre, parce que il peut être avec vous pour répondre. Ah si, s'il veut. Malgré que Sylvain ait tout dit. Mais... Allez, voilà. C'est important les passages de témoins. Écoutez, justement, oui, merci de la transition. Donc oui, nous dans 3 ans, on espère, j'espère avoir passé le témoin, que l'entreprise ait atteint une taille critique pour travailler à l'export, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on n'a pas ce choix-là. Et puis, je lui laisse nous faire part de sa vision à lui. Je t'en prie. Juste un truc, on dit que dans la reprise, le plus important, c'est de tuer le père. Là, faut pas le faire. Voilà. Alors, tuer le père, pourquoi pas, mais c'est pas la bonne solution, je pense. D'accord. On souhaiterait qu'il nous accompagne justement dans la relève. Et la vision dans 3 ans, je pense que dans notre région, il y a du potentiel. On est accompagné et on cherche à préserver justement notre savoir-faire chez nous, en région Centre-Val de Loire, à Baule, en France. On veut aller rayonner dans le monde en faisant chez nous, et pas l'inverse. Génial, bravo, merci, on peut l'applaudir. Anne. Dans 3 ans, c'est de continuer l'action qu'on mène avec les équipes de BPI France en région Centre-Val de Loire. Donc une partie de vos chargés d'affaires qui sont présents et continuer surtout à aider les industriels que vous êtes à vous développer, vous proposer des solutions aussi qui sont pertinentes, porter aussi votre voix auprès des pouvoirs publics, et ça aussi c'est important, et vous aider à aller plus haut, et ça c'est un vrai langage de vérité. Super, merci beaucoup. David, je sais que vous mourrez d'envie de nous donner plein de belles choses sur votre région pendant 3 ans. Dans 3 ans, c'est vous qui serez à la place d'eux, si je peux me permettre. Dans 3 ans, c'est les élections régionales, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça, vous l'avez dit quand même, c'est bien. Voilà, fallait glisser au passage. Non, moi, ce que je souhaite, et je pense que c'est possible, à partir du moment où nous le voulons, pas où je le veux, mais où nous le voulons tous, c'est évoluer, c'est être... tout simplement se diversifier, être capable d'être agile pour épouser le monde de demain, c'est ça. Et c'est l'accumulation de chacune et chacun d'entre nous qui amènera à la réussite. On a déposé il n'y a pas longtemps sur la région Centre-Val de Loire un dispositif
qui aide sur l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire? C'est pas un fin mot, c'est tout simplement optimiser nos ressources. Et optimiser nos ressources, c'est créer du business, c'est créer des marchés, c'est créer une valeur ajoutée supplémentaire pour pouvoir avancer. Ce n'est pas qu'un concept vertueux, c'est aussi un modèle économique. Et c'est là-dessus qu'on avance. Et je pense que dans 3 ans, l'économie circulaire sera la norme et ça deviendra conventionnel. Donc c'est là-dessus, moi, où je peux que aspirer à ce qu'on continue à être dans nos mutations et que du coup, on regarde droit devant et que les rétroviseurs sont toujours très utiles, mais que ça ne doit pas être ce qui nous guide. Donc je peux que être optimiste sur le sujet. Génial. Donc comme vous l'avez dit, dans l'industrie de la défense en Centre-Val de Loire, solide mais agile. Merci beaucoup. Bravo, on peut les applaudir bien fort. Et on se retrouve dans 10 minutes avec nos amis de la région Normandie. À tout de suite.